Bonjour, bienvenue pour cette conférence qu'on organise Kean, Vista et Carbon Bass. Merci au MEDEF et à la FMD qui nous donnent cette occasion de vous parler de CSRD et de la synergie entre les activités de conseil pour le faire et les outils qui supportent le projet. Alors, je vais commencer par une brève introduction. Je suis Yoram Boscada, je suis associé de KEA et avec les équipes qui sont autour de la table, on mène un certain nombre de projets CSRD, dont le nôtre pour KEA. Pourquoi la CSRD? C'est intéressant de revenir un petit peu à la philosophie, à l'origine du sujet. Ça s'insère dans le Green Deal qu'a poussé la communauté européenne. Le Green Deal, il a plusieurs objectifs, mais les premiers et les essentiels, c'est d'augmenter la durabilité et la responsabilité de l'économie européenne. Vous l'avez déjà vu ou entendu autour de la taxonomie qui permet de classer les activités en fonction de leur durabilité. Vous avez entendu parler de la réglementation qui arrive après la CSRD sur le devoir de vigilance qui va nous obliger à être plus rigoureux sur la façon dont on gère nos chaînes de valeur en responsabilité. Et puis les grands clients ou parties prenantes intéressées par ça, c'est les investisseurs et les financeurs qui jouent un rôle clé dans la transition, puisque vous savez tous que les niveaux d'investissement nécessaires aux différentes transitions sont très élevés et que l'enjeu, c'est de flécher ces investissements vers les transformations les plus impactantes pour les business models des entreprises, pour l'économie, pour les personnes de la société et pour la planète. Ça vise aussi les consommateurs et les épargnants, parce qu'un des enjeux explicites, c'est de faire la peau au greenwashing et aux allégations qui ne sont pas étayées, soutenues. Donc, on va y revenir. La CSRD, c'est une très, très grosse marche sur la rigueur et sur le fait de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Et on va voir que c'est une grosse marche, ça a de la valeur et que ce n'est pas non plus quelque chose d'insurmontable. Alors, je dis rigueur, ça a clairement été inspiré par le niveau de rigueur qu'on a sur les sujets financiers. Et c'est une grosse marche parce que les comptables et les auditeurs, ils ont eu 400 ans pour mettre en place les systèmes. Et ceux d'entre vous qui ont vécu le passage aux normes IFRS, savent que ça prend du temps de changer de référentiel et de méthode. Là, on doit franchir ça rapidement. Ce qui veut dire aussi que ça va se faire de façon progressive, qu'on va s'adapter progressivement et que les premières années, le niveau d'exigence va progressivement se caler. Donc, notre recommandation, c'est de bien faire les choses, d'être authentique, de dire ce qu'on fait et de faire ce qu'on dit. Ce n'est pas de devenir parfait du premier coup. Il faut accepter qu'il va y avoir une phase d'ajustement qui va durer 1, 2, 3 ans. Et pour ceux d'entre vous qui sont à l'échéance 2026 sur données 2025, on sait bien qu'on va s'ajuster, qu'on va tous observer ce qui va se passer en 2025 sur 2024 pour les premières très grandes entreprises qui avaient déjà, pour la plupart, un DPEF et donc qui vont s'ajuster. Et puis, la CSRD, c'est une obligation de dire, ce n'est pas une obligation de faire. Donc, il faut dire ce qu'on fait. De la même façon que la comptabilité n'oblige pas à être rentable, la CSRD n'oblige pas à être en transformation rapide. Elle oblige à se poser la question et à bien réfléchir à ce qu'on fait. Évidemment, c'est plus facile si vous avez défini votre raison d'être, si vous savez où vous allez en matière de durabilité et de transformation de votre business model. Mais sinon, j'allais dire, c'est pas grave. La double matérialité, c'est une très belle occasion, si on la fait en profondeur, de se poser ces questions et d'amorcer la discussion qui atterrira sur votre niveau d'ambition et votre niveau de contribution au monde. Comment l'aborder? Moi, je dirais, le premier conseil, c'est qu'il faut y aller positivement. Si on y va en traînant les pieds, c'est plus compliqué. Donc, il faut se mobiliser. Il faut toujours mobiliser les équipes financières, les équipes RSE, et au-delà, les stratèges, les RH et les achats, parce que c'est des fonctions qui vont être profondément transformées ou impactées par ne serait-ce que formaliser un certain nombre de choses que souvent on fait sans l'écrire et qui est important de reporter. Il faut être pragmatique, il faut rentrer dans la norme, il faut faire simple. Parfois, la description de ce qu'il y a à faire va prendre plus de place que de décrire la politique elle-même. Donc, il faut se lancer dedans et il faut être rigoureux dans le travail et il ne faut pas aller chercher à faire des choses illisibles ou incomparables comme ce qu'on a pu voir dans les DPEF de 300 pages
que pas grand monde ne lit. Et quand on les lit, on se rend compte qu'à certains endroits, on ne comprend pas quel est le périmètre, on ne comprend pas quels sont les moyens qui sont affectés. La norme, elle est assez rigoureuse là-dessus. Elle demande d'être claire sur les moyens qu'on met, sur les périmètres qu'on attaque. Et on a le droit de dire qu'on démarre en étant très modeste, en faisant des revues de situation, et que ça va s'étaler dans le temps sur le faire, et de prioriser, et je vais revenir. Un des enjeux importants, c'est de prioriser, de choisir ses combats stratégiques. Et puis moi, je dirais d'attaquer vite et en parallèle les sujets de données et d'organisation, parce qu'il faut mettre en place un système qui va s'ajuster, mais qui a vocation à être pérenne, puisque après, il faudra tous les ans continuer à reporter et à expliquer les ajustements de politique, les plans d'action et les résultats qu'on obtient. Donc, en résumé, avant de passer la parole à mes camarades, il faut faire des vrais choix. Il faut avoir une vision, il faut la construire progressivement si vous ne l'avez pas déjà. Il faut faire des priorités, il faut se donner un peu de moyens et il faut se préparer après à piloter ce qu'on a raconté. Voilà. Je passe la parole à Lucille de KP, Sarah et Eugénie qui vont faire un peu de dialogue autour de l'intérêt et de la synergie qu'on a dans nos mises en œuvre de projets. Oui, donc bonjour à tous. Ce qu'on vous propose, c'est peut-être de vous présenter rapidement qui on est, nous, Novavista, et qui est KP. Et ensuite de reprendre étape par étape, quand on mène un projet de mise en conformité à la CSRD, quelles sont les complémentarités entre un cabinet de conseil et une plateforme comme KP. Donc brièvement, nous, Novavista, on est un cabinet de conseil qui, depuis 15 ans, accompagne les dirigeants à définir la contribution sociétale de leur organisation et l'inscrire au cœur du projet, de leur projet. Et ça, on le fait en distinguant 3 grandes étapes. La première, c'est de définir l'intention d'impact de l'organisation. Quelle est sa raison d'être, quelle est sa mission, quelle stratégie de durabilité elle veut se donner. Et c'est là que la double matérialité est très utile, on y reviendra. Comment ensuite elle veut activer cette intention d'impact dans l'organisation et comment elle ancre ces changements dans les pratiques. Et nous, Novavista, notre manière de faire ça, nos prismes distinctifs, c'est que déjà, on travaille beaucoup avec l'intelligence collective, qui est pour nous nécessaire pour traiter de sujets complexes, créer du consensus, faire s'aligner des collectifs. On s'appuie, on a une attention particulière à la singularité des organisations, on s'appuie sur leur identité, leur culture, pour que les transformations qu'on mène aient le plus de sens possible. Et on hybride nos compétences avec KEA, qui est un cabinet de conseil en stratégie et en transformation, et ce qui permet d'allier les réflexions entre utilité, soutenabilité et stratégie, culture, métier. Donc voilà qui on est, nous, Novavista, et donc nos convictions sur la CSRD, c'est ce que disait déjà un petit peu Yoram, que c'est pas seulement une contrainte, c'est vraiment une opportunité pour accompagner et impulser une transformation profonde des entreprises. La double matérialité, pour ça, c'est vraiment un socle objectif pour monter en conscience, faire monter en conscience, nourrir des discussions stratégiques sur les enjeux de durabilité. Pour ça, c'est nécessaire de faire de la pédagogie sur la loi, sur toutes les transformations qu'elle peut permettre. Et le vrai avantage aussi de la CSRD, selon nous, c'est ça permet de penser à l'ensemble de la chaîne de valeur et pas uniquement au mur de l'entreprise et aux enjeux de durabilité qui s'étalent sur toute la chaîne de valeur. Donc la transformation qui est impulsée peut être bien plus large. Voilà en quelques mots pour Novavista. Merci Eugénie. Donc avant que je présente KP, qui est un éditeur de logiciels, un petit point logistique. Si vous avez des questions pendant cette présentation, on va faire par 2 façons différentes. Donc la première, envoyez-nous des questions. Il y a un espace Q&A dans le Teams, donc envoyez-les, comme ça on va pouvoir les intégrer. Et on va réserver un temps assez important sur les questions-réponses à la fin de cette présentation. Donc vous pourrez aussi... donc voilà, en tout cas, mettez vos questions dans le Teams au fur et à mesure. Voilà. Donc Lucille Grensinger, ravie d'être avec vous. Je représente la plateforme KP. Donc je le disais, on est un éditeur de logiciels à 100%. On considère, nous, que on va dire chacun ses compétences, chacun son métier. On va vraiment, c'est l'objectif de cette présentation aujourd'hui, vous expliquer ce que fait l'un, ce que fait l'autre. Je suis accompagnée par Sarah qui m'aide à animer notre réseau de partenaires conseils. Voilà. Alors, j'ai beaucoup aimé, merci Yoram, dans ton introduction, le fait que tu mentionnes qu'effectivement, la comptabilité, le monde de la comptabilité financière a eu 400 ans pour s'organiser
En fait, je trouve que ça représente assez bien qui on est, parce que nous, on vient du monde du reporting financier, et ce que l'on s'est dit, c'est, puisque le reporting financier a eu si longtemps pour se préparer, on va essayer de ne pas laisser la RSE recommencer tout de zéro. En fait, la CSRD particulièrement fait vraiment converger les cycles financiers, extra-financiers, et donc nous, avec la plateforme KP, ce qu'on s'est dit, c'est prenons des outils qui ont déjà fait leurs preuves sur la partie de reporting financier, adaptons-les, parce qu'évidemment, les contraintes ne sont pas du tout les mêmes entre un reporting financier et un reporting extra-financier, ne serait-ce que par l'importance du texte et du narratif dans un rapport extra-financier. Mais donc, on prend des outils, on les adapte et on les met à disposition de la fonction RSE pour le rapport de durabilité. Donc, si je devais présenter KP en 3 grands thèmes qui nous différencient évidemment sur le marché. Donc, un, c'est vraiment cette origine, cet alignement entre le financier et l'extra-financier. 2, on croit vraiment qu'il va y avoir une convergence. Et d'ailleurs, on est en train de la voir. Donc, je ne suis pas en train de lire dans la boule de cristal, puisque peu à peu, tous les référentiels sont en train de publier leur alignement sur la CSRD. Nous, on pense vraiment que les normes SRF vont devenir le référentiel international de base. Voilà, donc ça, vous allez voir la façon dont on a construit notre plateforme en tenant compte de ça. Et le point numéro 3, il est super important, il rejoint, je trouve, le point que tu mentionnais sur le fait de mettre en mouvement des organisations, c'est que on croit que des entreprises, surtout des grosses entreprises, ne vont réussir leur transition que si elles sont capables de gérer leurs données à un niveau très granulaire. Qu'est-ce que ça veut dire granulaire? C'est se fixer des objectifs de réduction, par exemple, d'impact carbone ou amélioration de notre gender gap, mais de se les fixer pas seulement au niveau corporate, de savoir ensuite les dire, allez, usine par usine, site par site, bureau par bureau. Voilà, donc c'est un petit peu si on va se présenter nos 3 grands axes. Je laisse. Donc aujourd'hui, quel est le but de cette présentation? Ça y est, nous, surtout sur la partie double matérialité, en fait, on sait fonctionner ensemble. Et donc, l'objectif était de vous éclairer sur quel est le rôle d'une plateforme, quel est le rôle de l'accompagnement conseil. On va pas mal se parler de double matérialité parce que c'est l'étape qui intéresse le plus les entreprises qui reportent en 2026. Mais on va quand même vous faire ensuite un petit peut-être warning sur la partie préparation des données. Super. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de regarder étape par étape du projet, comment on fonctionne ensemble, Novalista Kea et Carbon Pact. Donc, la première étape, assez classiquement, c'est une étape de cadrage du projet. Là, nous, cabinet de conseil, le rôle qu'on a, c'est déjà d'aider à décoder la réglementation pour lui donner du sens, en fait, faire de la pédagogie pour expliquer en quoi, au-delà de juste un exercice de mise en conformité d'un reporting, en fait, c'est un exercice bien plus profond de questionnement sur l'organisation qui pourra impulser des transformations. Donc déjà, commencer à se poser les bonnes questions pour donner du sens au texte et impulser le travail de réflexion sur l'organisation, c'est pour nous nécessaire dès la phase de cadrage. Cette phase-là, elle permet aussi de réfléchir à qui vont être les bons interlocuteurs, qui va être le groupe, l'équipe projet à la manœuvre, qui vont être les bons interlocuteurs internes et externes qu'on va vouloir interroger sur chacun des sujets, quel va être le périmètre du reporting et du projet. Donc voilà, une phase de cadrage. Et pour finir, ce qu'on fait aussi et qui est utile, c'est de regarder dans le secteur dans lequel l'organisation se trouve, quelles sont les analyses de double matérialité qui ont déjà été publiées ou les études qui ont été faites sectorielles sur le sujet, quels sont les grands enjeux qui ressortent et qu'il va falloir soit a priori intégrer au reporting ou justifier pourquoi on ne les intègre pas. Donc voilà, c'est une analyse sectorielle qui permet d'avoir une première idée de ce qui nous attend dans le projet. Alors évidemment, nous, sur la partie cadrage, on va laisser vraiment la partie conseil mener, on va dire, la danse, puisque tout ce qui est animation du projet, le fait d'impliquer et de motiver l'organisation est plutôt côté conseil. L'apport que l'on a côté plateforme à ce niveau-là, alors ce que je vais faire, c'est que quand je présente la partie plateforme, je vais vous partager mon écran, comme ça vous verrez en direct de quoi je parle. Donc, sur la partie cadrage, l'apport de la plateforme va être à 2 niveaux très simples. Le premier, c'est de se dire que nous, on a fait une plateforme qui est déjà préparamétrée. C'est-à-dire qu'en 1 semaine, on la met à disposition déjà paramétrée avec l'intégralité des éléments qui sont présents. Donc ça peut être un élément de réassurance sur le planning. On sait qu'on est tous pas mal contraints sur la CSRD. Donc ça, c'est une simple réassurance. La deuxième, donc si j'entre dans la plateforme, vous voyez que
on a fait un effort de simplification de ce processus parce que c'est vrai que quand on prend, on les a lus, hein, les PDF de la norme, ils sont un petit peu costauds. En fait, on les a analysés en plus avec notre prisme de alignement sur les cycles financiers et en fait, on l'a retraduit, c'est toujours les mêmes 5 étapes qui vont apparaître. Et ça, c'est vrai que ça aide de pouvoir formaliser ces 5 étapes. Vous les voyez, pardon, ces 5 étapes, vous les voyez à l'écran. La stratégie, c'est le début, la double matérialité dont on va parler aujourd'hui. Quand on finit la stratégie, on connaît son scope de reporting, on passe dans data management, qui est l'endroit où on va collecter et consolider la donnée. Analyse, c'est pour faire quelque chose de cette donnée. Et objectif et plan d'action, c'est la deuxième jambe de la CSRD, c'est-à-dire une fois qu'on a fait la partie bottom-up où on remonte de l'info, on va faire l'inverse, c'est-à-dire on se fixe des objectifs et on va vraiment les dispatcher dans toute l'organisation. Et enfin, la dernière brique qui se fait une fois par an, qui est de reporting, où voilà, le logiciel, là, vous n'avez rien à faire, c'est le logiciel qui va chercher l'info et ressort dans le bon format. Donc voilà, c'est un élément de réassurance que de se dire, bon, tout ça est cadré et il y a une méthodologie qu'on va suivre. Deuxième élément, Eugénie parlait des parties prenantes qui vont être intégrées. Il y en a des externes, il y en a des internes. Le point de vous dire, enfin voilà, très simplement de vous montrer que la plateforme, elle est construite pour s'adapter à votre organisation et donc on va venir mapper à la fois, et on a 2 axes analytiques, toujours comme en finance, hein, les entités légales d'une part et les business units d'autre part. Et en fait, ça veut dire que dès le début, vous savez que vous allez pouvoir impliquer les personnes aussi via le logiciel dans le processus. Si on passe ensuite à l'analyse de double matérialité, qui est quand même un peu la pierre angulaire de la CSRD et sur laquelle on va passer plus de temps aujourd'hui, ce qu'on trouve intéressant dans le fait d'avoir à la fois la plateforme et le cabinet de conseil, c'est que bien sûr, la plateforme aide à suivre les différentes étapes méthodologiques recommandées par les FRAG, et nous, on essaie toujours d'y apporter du sens, aussi bien sur le fond, de se dire on va essayer de se poser les bonnes questions pour que le travail d'analyse, au-delà de préparer le reporting, permette d'accompagner la réflexion de l'entreprise sur sa transformation et donc ensuite d'avoir in fine des grandes orientations stratégiques sur les enjeux de durabilité. Et sur la forme, de se dire quelles vont être les bonnes modalités de travail, quelles vont être les bonnes instances collectives à mobiliser pour créer du consensus, pour faire avancer la réflexion et pour aider à converger in fine sur ce que l'organisation veut faire. Donc voilà, le réel apport selon nous, c'est d'avoir à la fois les différentes étapes méthodologiques et le sens qu'il y a derrière et qu'on peut donner à la réglementation. Donc après, assez classiquement, ce qu'on va faire, c'est de se dire on va cartographier la chaîne de valeur les chaînes de valeur de l'organisation, identifier à chaque étape les différents impacts, risques et opportunités que l'organisation a, ou qui a sur l'ensemble de la chaîne de valeur, se dire pour chaque IRO, donc impact, risque et opportunité, quelles sont les parties prenantes qu'on veut interroger pour évaluer la matérialité de l'enjeu. On passe ensuite à une phase de cotation de ces IRO, et donc c'est là que la plateforme est pour nous un vrai atout, parce que en fait, dans la plateforme, vous rentrez pour chaque IRO quelle partie prenante vous voulez interroger. Et donc, ça vous aide, ça vous prépare une trame d'entretien. Vous dire, si j'interroge un fournisseur, vous avez tout de suite votre trame d'entretien qui vous aide à coter les 4 IRO que vous avez décidé de traiter avec les fournisseurs. Et surtout, j'ajouterais, ça vous permet de le stocker à un seul endroit et d'assurer dans la durée la traçabilité, l'histoire et la preuve du travail qui a été fait dans la durée, parce que c'est un sujet qu'on démarre cette année pour la plupart des entreprises. Il faudra le refaire dans 2-3 ans, ce ne sera pas forcément les mêmes équipes, et c'est quand même beaucoup plus simple de mettre ça à un seul endroit, de façon organisée et structurée, plutôt que de devoir aller le rechercher dans 50 mails et 200 fichiers PowerPoint ou Excel après. Et au-delà de ça, ce que la plateforme vous donne, c'est de dire en fait, sur un IRO donné, quelle va être l'ampleur, quelle va être la portée, quelle va être l'irrémédiabilité de l'enjeu pour l'entreprise. Mais ce qui est important de faire selon nous, c'est de se dire en fait quelles questions on va poser à notre partie prenante pour évaluer cette ampleur, cette portée, cette irrémédiabilité, puisque c'est parfois un peu abstrait de se dire comment on va évaluer l'ampleur d'un enjeu. Et donc là, selon le contexte de l'entreprise, selon son secteur, selon la partie prenante à laquelle on s'adresse, la question à poser va être différente. Et donc c'est là que le travail aussi complémentaire de réflexion sur la question qu'on va poser et ensuite de rentrer les données, les réponses de la partie prenante dans la plateforme. Tout ça nous permet in fine d'avoir la matrice de double matérialité
et toutes les infos consolidées des parties prenantes qu'on a interrogées et de comment on a abouti à cette matrice. Alors sur la partie plateforme, donc à nouveau je vais partager mon écran. J'aurais envie de résumer notre rapport en 4 grands axes. Donc le premier, c'est le côté méthodologique. Nous, on est vraiment parti de la méthodologie de l'EFRAG, évidemment. Et donc, vous voyez, là, c'était tout à l'heure, j'étais sur mes 5 grands menus. Et là, je vais entrer dans le module stratégie. Le module stratégie contient l'analyse de double matérialité, mais aussi tous les data points de l'ESRS numéro 2, tout simplement parce que l'ESRS numéro 2 s'applique à toutes les entreprises. Voilà. Donc, on entre dans la partie méthodologie et vous voyez, c'est un processus qui se suit de gauche à droite avec des onglets. Et quand vous êtes arrivé tout à droite, vous avez fini votre analyse de double matérialité. Donc, le premier apport, je dirais, c'est le côté cadrage méthodologique. Vous suivez les étapes. Le deuxième, c'est celui que, merci Yoram mentionnait, c'est l'aspect de traçabilité. C'est-à-dire que, alors ne serait-ce, je ne vais pas rentrer aujourd'hui, on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans le détail, mais vous voyez, vous reconnaissez ici la liste des topics, subtopics et sub-subtopics de l'EFRAG. En fait, sur chacun des éléments, si vous déclarez que votre entreprise ne va pas avoir d'impact, vous voyez, on vous propose, c'est pas obligatoire, mais on vous propose tout de suite d'expliquer pourquoi. Et ça, c'est vraiment des éléments de traçabilité pour que votre auditeur, au moment où il va vouloir comprendre et auditer votre analyse de double matérialité, puisse comprendre pourquoi vous avez exclu cet élément du champ de l'analyse. Et si vous déclarez des impacts, vous voyez, tout est tracé, tout est suivi. Et donc, l'année prochaine, quand vous recommencerez, vous ne repartirez pas de zéro. Le deuxième élément, c'est le troisième, c'est de simplifier la vie. Et donc, tu le mentionnais, Eugénie, nous, on vous propose, donc vous déclarez qui sont les parties prenantes, vous expliquez pour chaque IRO qui sont les parties prenantes que vous allez voir solliciter. On ne va pas solliciter tout le monde, sinon ça fait des questionnaires à rallonge. Et effectivement, on donne la main. Donc, bon, c'est vous qui faites toute la partie technique de paramétrer les échelles de cotation. Mais une fois que les échelles sont cotées, vous voyez, en fonction du profil de la partie prenante qu'on va interviewer, par exemple un employé, vous allez avoir tous les IRO qui vont s'afficher en bas et vous allez avoir les bonnes échelles de cotation de l'EFRAG qui vont se mettre en place. Voilà. Après, nous, c'est très scolaire, hein, c'est vraiment la liste des IRO et scale, scope, irremediability, le pourcentage de probabilité, où est-ce que ça se situe dans la chaîne de valeur. Alors, on a en plus rajouté un truc par rapport à l'EFRAG, désolé, on a mis l'élément du poids, la pondération. Parce que si vous faites un focus group avec 15 personnes dans la salle, vous aurez envie de mettre un peu plus de poids que juste une personne seule. Voilà, donc ça, l'objectif est simplement de simplifier la vie et d'assurer la traçabilité, puisqu'encore une fois, vous pouvez garder toute la traçabilité de ce qui a été fait. On vous rappelle toutes les interviews qui ont eu lieu avec les pondérations qui ont été mises. Et dans cette partie toujours de simplicité, on va vous sortir de façon automatique les matrices, les fameuses matrices. Et donc, vous reconnaissez, ça c'est une matrice avec uniquement les impacts, qu'ils soient positifs ou négatifs. Et la zone grise, c'est la zone de matérialité. Et vous le savez, puisque vous avez tous lu la norme comme nous, c'est que chaque entreprise peut fixer ses seuils. Et donc, vous pouvez le faire directement dans la plateforme. Bon, on l'a sous forme de matrice. Certaines personnes qui n'apprécient pas la matrice, auquel cas, on a aussi une vue sous forme d'un tableau type Excel qui reprend les différents éléments. Donc, on a la même chose pour la matérialité financière, la double matérialité, et un point aussi d'aide, toujours dans cet axe 3 qui vous aider, vous simplifier la vie. On va vous faire un pré-filtre. Donc, vous savez qu'il y a 1232 data points dans la CSRD et qu'ils sont soumis pour la grande majorité à l'analyse de double matérialité. Et donc, nous, en fonction du résultat de votre analyse, on va vous pré-filtrer, on va enlever tous les data points où on sait qu'ils ne feront pas partie de votre rapport. Donc, vous reconnaissez la structure, les ESRS. Dans chaque ESRS et Disclosure Requirement, et vous pouvez ensuite entrer dans chaque DR et pouvoir visualiser les data points qui sont inclus ou non dans le rapport. Je dis un pré-filtre parce qu'il y a encore une action du conseil ou alors du client à ce moment-là qui est de dire attention, il faut quand même qu'on fasse une repasse sur les data points. Il y a certains cas où ça ne va pas s'appliquer à mon entreprise. Je donne toujours le même exemple qui est facile. Vous avez des data points où on vous demande de donner vos chiffres pays par pays. Bon, bah, si vous n'opérez qu'en France, c'est simple, ce data point, il ne s'applique pas. Voilà. Donc ça, il faut les enlever. Et toujours dans cette notion de traçabilité dont on parlait tout à l'heure, si vous enlevez un data point du scope, la plateforme vous met une petite alerte. Attention, ça c'était obligatoire. Explique-moi juste pourquoi tu l'as enlevé. Et comme ça, l'auditeur, il a accès à cette information. Voilà. Je rajoute un dernier point. Je vous ai dit, il y avait 4 apports de la plateforme. Le 4e, c'est anticiper vos besoins futurs. Ce que l'on voit, nous, c'est que les entreprises sur la première année font une analyse de double matérialité au niveau corporate.
Or, certaines entreprises, en termes d'activité et de business line, ont des éléments qui sont très différents avec des enjeux qui vont être différents. Certaines font déjà plusieurs analyses de double matérialité, d'autres se disent, bon, on fera peut-être ça dans un processus d'amélioration continue. Voilà. Nous, il faut que vous sachiez que, vous vous souvenez, je vous ai montré tout à l'heure l'organisation en structure de la plateforme, en structure matricielle. On peut faire une analyse de double matérialité au niveau qu'on veut, et ensuite, on la consolidera au niveau corporate. Je te laisse intervenir, Yoann. Non, mais c'était juste, je rebondissais pour dire que dans le processus, il y a des choix à faire, qui est un peu le choix de la vitesse à laquelle vous allez être parfaitement rigoureux sur tous les niveaux de détail. C'est vrai aussi sur la question des parties prenantes qu'on interroge. C'est évident que si vous êtes en B2B, que vous avez 5 grands clients, ça vaut la peine d'aller les interroger. Si vous êtes dans du B2C et que vous avez 500 000 clients chaque année, c'est plus malin d'aller chercher des études académiques ou des études sociologiques sur vos clients, plutôt que d'aller interviewer 3 clients, ce ne sera pas représentatif. Ces choix-là, il faut les faire en pleine conscience, il faut les documenter, et c'est là-dessus qu'on a une vraie complémentarité, parce que dans la plateforme, on documente comme on veut, et les équipes conseils elles vont vous aider à faire ces choix-là, et à être rigoureux, et aussi pragmatique par rapport aux moyens que vous avez à mettre, et à l'horizon de temps à laquelle vous allez le faire. Et l'exemple que vient de citer Lucie sur la granularité à laquelle on descend son analyse de double matérialité, si on a une activité émergente, innovante, qui représente, allez, on va dire 8% du chiffre d'affaires, on va se retrouver dans un truc, on va dire, bon, est-ce que je veux le mettre en avant parce que c'est différenciant, ou est-ce que j'attends tranquillement que c'est monté un peu plus en puissance, et j'en parlerai dans 2 ans, dans 3 ans. Donc ces choix-là, c'est important de les faire, c'est des consensus, c'est aussi des arbitrages à des moments, et c'est pour ça que c'est très important de bien organiser en interne le pilotage du projet pour que vous impliquiez à temps les fonctions, les business et la direction générale sur les quelques décisions que vous aurez à prendre sur votre stratégie de reporting et d'ouverture et de transparence à l'extérieur. Je vais rebondir sur un mot que tu as prononcé, qui est arbitrage, parce que je vais revenir sur la partie questionnaire. La cotation des IRO, on le sait, c'est un moment qui est un petit peu, comment dire, technique dans le travail que l'on fait ensemble. Et donc, je reviens sur ce point-là parce que vous remarquez notre plateforme, en fait, vraiment, nous, on applique la méthodo. C'est sûr qu'on vous assure de respecter la méthodologie, mais c'est très scolaire. Et là où il y a un travail qui va être très important des équipes conseils, c'est sur cette partie d'arbitrage. Comment est-ce qu'on mobilise l'intelligence collective chez le client pour réussir à arriver à des notes, en fait. Et voilà, c'est là où vraiment, je trouve que ça illustre cette partie-là bien, la complémentarité entre nos deux organisations. Sur la partie double matérialité, est-ce que, Jenny, il y avait d'autres messages que tu souhaitais qu'on passe ou... Moi, je pense qu'on a fait le tour. Okay. Je pense que c'est bien. On peut... Oui. J'ai juste l'œil sur le chrono. Peut-être que je fais un petit warning sur la partie collecte de données et puis ensuite on va passer aux questions-réponses. Donc du coup, le premier point. Alors, moi, je ne fais pas partie des gens qui ont envie de défrayer sur la partie double matérialité. Donc, c'est vraiment pas dans un objectif d'effrayer, c'est plus dans un objectif pédagogique. On parle souvent des 1232 data points. En fait, on vous a fait un tableau qui vous les répartit pour quand même vous aider à creuser un tout petit peu plus finement qu'est-ce qu'il y a dans ces 1232. Donc, cette présentation, vous nous écrirez si vous souhaitez qu'on vous l'envoie, cette slide, pour l'avoir disponible. Il n'y a aucun problème. En fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on vous a réparti les data points en fonction, dans quel ESRS il se situe et quelle est, on va dire, la qualité de ce data point. Donc, metrics et table, ça va être des chiffres. On a séparé metrics et table parce que vous pouvez bien anticiper que table, il y aura un tout petit peu plus de travail que quand c'est juste un chiffre à sortir. Et le narratif. Donc, vous voyez que on le dit souvent, mais le narratif pèse très, très lourd dans la CSRD, enfin dans les ESRS. Et on a mis à part les volontaires, parce que souvent les entreprises nous demandent quel est vraiment le nombre de data points réels. Donc, et donc le total. Donc vous remarquez 1196 versus on part souvent de 1132. C'est pas une erreur de mise à jour de ma slide. Vous avez beaucoup de data. Donc déjà, c'est fluctuant. Donc il peut y avoir des variations. Moi, ce que je voulais, c'était vous donner les ordres de grandeur, mais aussi il y a des data points qui sont rappelés
En fait, c'est le même. Et donc, un des intérêts, et il y en a environ une trentaine ou entre 30 et 40. Et en fait, justement, un des intérêts de la plateforme, c'est une fois que vous l'aurez rempli à un endroit, vous n'aurez pas à le remplir dans tous les autres endroits. Et puis, un point important, vous voyez 153 narratifs sur ESRS2. C'est le gros volume de description, fondamentalement, de votre métier, comment les sujets de durabilité jouent par rapport à votre métier, à votre stratégie, et comment vous êtes organisé sur les sujets de durabilité. Vous avez des filiales. Dans le conseil d'administration de cette filiale, on parle matériel, on parle durabilité, responsabilité, combien de fois dans l'année? C'est des choses très factuelles, mais la norme vous demande de décrire ce que vous faites concrètement. C'est un exercice d'initialisation, vous allez avoir à le faire une fois. Il n'y a pas d'urgence majeure à le faire, hein. Il faut le rendre en 2026. C'est mieux de le faire avant, parce que ça permet de décrire ce que vous faites dès 2025, mais ce n'est pas aussi critique que si vous n'avez pas de bilan carbone dans une filiale et qu'il faut se dépêcher de commencer à collecter les données pour l'année pleine 2025. Donc, moi, le message important, donc, en tout cas, pour les entreprises qui reportent en 2026, le message important sur lequel je voulais insister aujourd'hui, c'est que c'est environ 380 data points qui seront obligatoires, c'est ceux qui sont encadrés en vert sur cette page. Beaucoup de narratifs. Il y aura dit sur lesquels on peut anticiper, on peut repartir d'existants, enfin, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire. Et en plus de ça, mais il y a des métriques. Voilà, donc, et sur cette partie métriques, donc oui, je suis partie du principe que le E1 était obligatoire. Mais voilà, on pourra, voilà, il peut y avoir un débat sur ce sujet, mais on est parti de ce principe-là. Donc voilà, là vous avez la répartition. Donc le message, c'est anticiper. Comment est-ce que nous, je terminerai là-dessus, on peut vous aider sur la partie plateforme? C'est en fait, ces data points, on les a organisés pour que ce soit le plus simple possible pour vous de les compléter. Donc, vous voyez, là, je suis entrée dans ma partie stratégie sur le SRS numéro 2. Et en fait, on a traduit un peu ce texte dans un espèce de formulaire le plus simple à compléter avec des questions en oui-non, des questions ouvertes sur lesquelles vous allez fournir des réponses. Et en fait, vous répondez au fur et à mesure. Et quand vous avez rempli à tous ces éléments, vous êtes en train de remplir en réalité la trame de votre rapport. Point numéro 1, toujours faire la référence à la norme. Donc, si vous cliquez sur l'entête du paragraphe, vous allez vers la norme. Et point numéro 2, tout ça, une fois que vous l'avez, sur les années suivantes, vous ne repartirez pas de zéro. Donc, il y aurait encore mille choses à vous montrer, mais je propose qu'on interrompe et qu'on commence à répondre à vos questions-réponses. Sarah, je te laisse la main Oui, poser des questions. merci beaucoup. Alors, nous avons une question de Christophe Doni qui nous demande d'où nous tirons la liste des zéros. Donc, est-ce une proposition capée sur la base des zéros les plus communément admis pour les ESRS? Parce que de mémoire, les FRAG ne proposent pas cette liste. Oui, je commence à répondre et je vous laisse la main. Alors nous, on ne propose pas de liste d'IRO, donc je vais juste revenir pour vous montrer. On propose une liste de topics, subtopics et sub-subtopics. Donc vous voyez, c'est vraiment, ça c'est des subtopics qui sont dans l'annexe AR16 de l'ESRS numéro 1. Et à chaque fois, on vous... Ah oui, c'est parce que vous voyez à l'écran deux impacts qui existaient déjà. En fait, c'est des impacts que l'on va venir déclarer. Et quand je dis on, pour le coup, c'est pas nous. Là, c'est vraiment... la partie conseil qui va aider les clients à déclarer les IRO. Donc, je vous laisse peut-être expliquer comment vous le faites. C'est ça, on fait en ayant une réflexion en se disant sur la chaîne de valeur de l'entreprise, quels impacts est-ce que l'entreprise, positif ou négatif, quels impacts est-ce que l'entreprise a en rapport avec ce sujet. Donc, c'est une réflexion par rapport aux activités de l'entreprise qu'on a. Et c'est là qu'il faut être pragmatique, c'est-à-dire il faut se mettre à la maille minimale qui est pertinente. Donc, si vous avez des plans d'action différenciés sur ici l'impact sur la forêt et les autres impacts sur la biodiversité, ça vaut la peine de le séparer. Sinon, on en prend un seul et on code un seul. Donc par défaut, c'est assez drôle parce que souvent les entreprises, quand elles démarrent, la tentation dans les workshops, c'est d'aller dans le détail et de regarder la grande possibilité. Il faut se rappeler que ça n'est pertinent que si derrière on fait un plan d'action ou une politique spécifique. Sinon, il faut rester à un niveau agrégé et puis progressivement descendre sur les sujets les plus importants. Il n'y a pas de liste standard, je dirais par défaut. On se met au niveau thème sous thème, et puis dès qu'il y a des choses pertinentes, on le raffine, et ça fait partie du travail de qualification et aussi de modération pour trouver le juste niveau par rapport à la stratégie qu'on va mettre en place derrière.
Je vais rajouter un petit point parce que il y a quand même côté plateforme, il y a quand même un aspect de positionnement sur le fait de générer ou pas des zeros de façon automatique, hein. On sait qu'on a des collègues qui le font. Nous, on a vraiment pris la décision de ne pas faire de génération automatique d'Hiro. On ne s'interdit pas dans le futur de faire un peu d'analytique sectorielle en se disant, bon, en fonction des secteurs, on peut vous proposer des éléments. On le fera quand il y aura de la matière, mais on a décidé de ne pas travailler sur de la génération automatique d'Hiro. Pourquoi? Parce que on a voulu revenir à l'esprit de la norme. En fait, l'esprit de la norme, c'est que ce moment de la double matérialité, c'est le moment où on fait s'asseoir des parties prenantes qui, normalement, se parlent pour des raisons totalement différentes. Business, on s'achète des choses, on se vend des choses. Et c'est un moment où on crée un espace d'échange sur des enjeux RSE. Et on s'est dit, ça serait trop dommage de perdre ce moment où on met de l'intelligence humaine sur cette partie-là. Voilà, donc ça, c'était vraiment juste un point sur notre positionnement strat. Oui, alors je ne vois pas d'autres questions sur le chat, mais une des questions qui est souvent posée, c'est où sont conservées les données. Donc peut-être que tu peux répondre à ce point. Oui, tout à fait. Alors là aussi, c'est un choix de positionnement. Nous, on a décidé d'être hébergé sur le cloud souverain français. On passe par un fournisseur qui est OVH. Attention un peu technique, on est une plateforme containerisée. Containerisée, ça veut dire que tel un conteneur, vous pouvez prendre les éléments et les positionner. Donc, potentiellement, l'entreprise peut installer les données sur son cloud privé si c'est un élément. On travaille avec des entreprises pour lesquelles les enjeux de sécurité de données sont majeurs. Et donc, on sait s'adapter, quel que soit le format du cloud. Est-ce que vous avez tous accès au chat? Petite question technique. Ah oui, alors les questions ne sont. Le chat est désactivé, hein, c'est normal. On a mis les questions dans la partie. En combien de langues la plateforme est-elle disponible, Lucie? Alors, actuellement, la plateforme est disponible en 4 langues, français, anglais, allemand, espagnol. Pour nous, c'est pas très long de mettre en place une nouvelle langue, donc ça, on le fait en fonction des demandes de nos clients. J'insiste sur un point et je vais vous le montrer à l'écran. On a pris le choix stratégique de se dire que tout ce qui est disclosure requirements et data points, on les a gardés en anglais, qui est la langue originelle du texte. Parce qu'il y a eu quelques critiques sur les traductions, notamment la traduction française. Donc, c'est un choix qu'on a fait de garder ces data points en anglais. Et après, alors, il y a une fonctionnalité que je ne peux pas vous montrer sur cette interface, mais en fait, vous pouvez avoir une traduction à la volée. Voilà, dans la langue de votre choix, mais ce n'est pas une traduction qui est réglementaire ou qui a une valeur légale. Nous, ce qu'on conseille, c'est toujours intéressant de regarder la traduction dans sa langue, et c'est pour ça que la plateforme, elle est bien cotée, donc on voit à chaque fois exactement à quel sous-article ça s'adresse, et donc c'est assez utile d'avoir la traduction à la volée quand c'est par la volée, et quand on a un enjeu un peu juridique, ou qu'on veut vraiment se référer au texte du journal officiel de l'Union européenne, et d'avoir à côté le PDF qui va bien et d'aller chercher exactement la formulation qu'il y a et de discuter avec son service juridique ou son conseil juridique si sur certains sujets on a un doute. Sur la partie pédagogique, je rebondis et je vais vous montrer quelques data points quand même. Donc, vous voyez, je change de brique. Jusque-là, on était dans la partie stratégie. Maintenant, on connaît son scope de reporting. Si je vais dans la partie data management et en particulier CSRD, je voulais vraiment en fait vous illustrer qu'est-ce que c'est des data points et notamment des data points quantitatifs dans le cadre de la CSRD. Là, vous le connaissez tous, hein, quand on se parle de scope d'émissions de carbone, donc c'est le format qui a été repris, mais peut-être vous montrer peut-être sur les enjeux sociaux, ça c'est peut-être des choses que vous avez moins eu l'habitude de voir. Donc vous voyez qu'il y a des data points qui sont quantitatifs, ou d'ailleurs on va vous demander des ratios. Donc là où il y a deux façons de travailler un data point quantitatif, soit on vous donne la main de façon manuelle et puis vous complétez ce 16% parce que vous le connaissez. Peut-être que vous avez un SIRH qui vous permet de le sortir. Voilà. Et évidemment, on peut faire des imports Excel, je ne vais pas rentrer dans tout ce détail-là, mais surtout, nous, on peut vous donner la possibilité de calculer des données de façon automatique. Quand on vous demande un salaire moyen pour les employés qui sont des femmes, en fait, évidemment, ça, vous le rentrez pouvoir importer
tout simplement les grilles de salaire, on peut descendre au niveau de granularité que vous avez, ou alors filiale par filiale, vous allez nous donner les salaires et le genre des employés. Donc on a des formats d'import qu'on peut vous transmettre qui sont déjà disponibles. Et vous voyez, la plateforme, elle va non seulement faire le calcul, et elle va vous expliquer quelle est la formule qui a été appliquée et d'où vient la donnée. Encore une fois, gardez en tête l'audit. L'auditeur, il va vouloir comprendre le moindre chiffre qui a été construit. Merci Lucille. Il nous reste deux autres questions. La première, ça concerne l'utilisation d'outils pour aligner la CSRD et les autres standards comme SBTI ou JRL. Okay. Et la seconde, c'est sur les écarts. Est-elle automatisée, l'analyse d'écarts automatisée dans la plateforme? J'aime beaucoup les deux. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, donc je vais faire vite. Oui, on intègre du multi-format de reporting et on fait le lien entre les différents formats. Pour vous l'illustrer, voilà, je sais que j'en avais un ici. Vous allez avoir des data points qui vont être communs entre des référentiels qui seront du EcoVadis, du GRI, etc. GRI, c'est les premiers qui ont publié vraiment leur table d'équivalence. Donc oui, on sait le gérer. Et quand vous êtes à la fin, pour nous, dans la brique reporting, vous choisissez quel est votre format et on va vous le sortir dans le bon format. Donc on gère ces liens. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je m'arrête juste là. Deuxième question, c'est donc sur le gap analysis. Donc oui, on peut faire un gap analysis, alors automatique, non. Donc oui, on peut servir de trame pour le gap analysis, mais le plus important qu'on met à votre disposition, c'est un workflow de gap analysis. Pourquoi? Parce que souvent, au niveau corporate, vous n'allez pas pouvoir vous dire si oui ou non cette donnée est disponible. Vous allez avoir besoin de l'envoyer dans vos filiales. Chacune des filiales va dire oui, non, oui, non. Et en fonction de ça, vous aurez besoin d'avoir un gap analysis consolidé et de dire, en fait, vous allez vite voir, parce que du coup, on l'a fait avec des clients, c'est pas oui, non sur un data point, c'est je peux à 80%. Voilà. Et donc, si je vous montre très rapidement, nous, ça passe par un type de formulaire comme vous voyez à l'écran. Donc, vous reconnaissez toujours votre structure ESRS à gauche, Disclosure Requirements en dessous, et dans chaque Disclosure Requirements, vous avez tous les data points. On prend évidemment que les 445 data points qui sont dans votre scope de reporting. On ne vous fait pas faire le gap analysis sur les 1232. Je le précise parce que je crois que ça a quand même été fait dans le passé. Là, on va vraiment se concentrer sur vos 445. Et vous voyez le EV, donc vous complétez. Est-ce que la donnée, elle est disponible ou pas? Si elle n'est pas disponible, vous allez pouvoir compléter quel est le plan d'action que vous mettez en place pour qu'elle soit disponible un jour et en quelle année vous serez capable de faire du reporting dessus. Voilà, c'est très important. Il y a d'autres questions? Alors, a priori, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. On y répondra avec grand plaisir à la suite de ce webinaire. Alors, du coup, je termine simplement sur le gap analysis. Et si elle est disponible, c'est là où vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle, nous, le data mapping, de dire, voilà, qui est responsable de la donnée, à quelle fréquence on veut la remonter, est-ce qu'il y a un workflow de validation qui se met en place. Voilà, donc, gap analysis, encore une fois, on est un support. On a un support de type questionnaire que vous allez pouvoir transmettre à vos filiales, à vos business units. Il y a souvent besoin aussi d'appui, d'aide, parce que en fait, on est en train de se poser des questions sur des données qui jusque-là n'étaient pas observées au sein de l'organisation. Typiquement, qui étaient observées, estimées sur un coin de table pour faire des plans d'action pas pilotés avec le niveau de rigueur qui est attendu là. Donc c'est aussi là qu'il peut y avoir de la création de politique interne pour pas qu'il y ait une filiale ou une business unit qui dise je vais être prêt l'année prochaine pendant que toutes les autres disent c'est dans 10 ans. Et avoir une cohérence aussi dans la politique de transformation sur le pilotage de la durabilité dans l'entreprise. Globalement, sur les règles de gouvernance de la donnée, c'est un élément, encore une fois, sur lequel nous, on n'est qu'un support de réceptacle d'informations. C'est pas nous qui arrivons à mettre en mouvement les organisations pour que toute cette gouvernance se mette en place. Mais nous, on peut aider à accompagner la réflexion sur quels vont être les processus de reporting, qui vont être les personnes responsables, quels vont être éventuellement les moyens humains ou financiers qu'il va falloir mettre en place en 2025 pour pouvoir avoir un reporting consolidé en 2026. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'une fois qu'on a terminé l'analyse de double matérialité, qu'on peut faire. Je crois qu'on est arrivé au bout du temps. Merci à tous pour votre attention. Merci beaucoup. Et envoyez-nous des questions si vous en avez à votre disposition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Et au revoir.